Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Créateur vidéo, journaliste et organisateur d'événements, l'Instant Pur Cinéma reçoit pour son 4e épisode Enlil Albana. Avant toute chose, Enlil, bonjour, comment ça va ? Nickel. Ouais, un grand plaisir de discuter un peu là aujourd'hui avec tous. Cinéma, pop culture, voilà, on va réveiller quelques souvenirs et puis ça va être cool. Grave. Planning chargé en ce moment, j'ai vu que tu étais sur le tournage de 3 jours max il y a pas très longtemps au Mexique. Ouais, là on a terminé le tournage du nouveau film de Tariq Boudali qui s'appelle 3 jours max, qui est la suite de 30 jours max qui sortira le 25 octobre prochain. Donc là, ça y est, on a terminé le film, la dernière partie au Mexique. On en rediscutera sûrement après. Et on est encore un peu là dans la promo d'Alibi.com 2, puisque j'ai aussi travaillé sur ce film-là. On n'est pas très loin des 4 millions de spectateurs et à quelques jours du printemps du cinéma. Donc voilà, il y a encore un peu de taf, mais c'est cool, c'est de la bonne énergie. Grave. Eh bien, on attaque alors avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Enlil, c'est quoi ton parcours et surtout pour les auditeurs, en quoi consiste ton travail ? Alors, je dirais que j'ai une identité professionnelle un peu multicarte. Je suis réalisateur et monteur vidéo. Ça, c'est vraiment la base, je dirais, de mon travail aujourd'hui. J'organise, anime et produis des événements pop culture et cinéma. Donc, ça peut être des avant-premières, des soirées spéciales, des séances masterclass, des dédicaces, des conférences. Je suis journaliste cinéma et pop culture. J'ai un média qui s'appelle Script, qui est un média digital qui a été créé en 2013. Et j'ai maintenant, depuis pas loin d'une une dizaine d'années, une spécificité professionnelle aussi, c'est que je travaille dans le domaine du marketing digital, dans la communication digitale, avec des clients assez divers et variés. J'ai travaillé dans le monde musical, un peu politique, un peu médical, etc. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des clients qui sont dans le secteur du cinéma. C'est-à-dire que je travaille avec des studios, avec des distributeurs, des acteurs, des gens qui souhaitent exister d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, soit pour vendre directement un produit, un film, je sais pas, un one-man show, un nouvel album musical ou autre, ou soit pour développer une communauté et pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Donc globalement, en fait, voilà, c'est un peu mon identité professionnelle. Et pour revenir sur un parcours plus scolaire, c'est assez curieux parce qu'en fait, mes études n'ont pas forcément un lien direct, ou pas nécessaire en tout cas avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait l'école des beaux-arts à Nantes, donc 5 ans, une licence qui est donc un diplôme d'art plastique et un master, donc 5 ans, qui est un diplôme spécialisé art et cinéma. Mais aux Beaux-Arts, en fait, j'ai pas fait de marketing digital, il n'y avait pas du tout cette notion-là. On était plutôt vraiment dans de l'art pur et pas du tout dans de la com. Et il n'y avait pas tant que ça une
une notion de cinéma. On était plutôt sur comment on peut créer, raconter des choses avec un médium qui est celui de la vidéo. Donc, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de marketing. Je suis pas du tout passé par ce parcours-là. Et je me suis un peu construit professionnellement tout seul, quoi. Ok, hyper intéressant comme parcours du coup, assez atypique. On a pu voir déjà que tu étais en collaboration avec la bande à Fifi, voilà, tu as bossé sur Alibi, sur leurs anciens films et là sur 3 jours max. Comment elle est née cette collaboration ? Voilà, c'est une très très longue histoire en fait. Je pense que ça s'est vraiment créé à l'époque de Nicky Larson. Alors j'avais déjà rencontré Philippe, Tarek, Elodie et Julien auparavant, à l'occasion d'avant-premières que j'avais animées ou même d'interviews que j'avais menées. La première interview que j'ai faite avec eux, c'était à l'époque du premier babysitting, donc c'est pour te dire. Mais peut-être que les gens ne s'en souviennent pas ou plus, mais lorsque Philippe a annoncé le projet Nicky Larson, lorsqu'il a annoncé qu'il réaliserait le film, il s'est fait, à l'époque, littéralement défoncer sur les réseaux, mais j'ai rarement vu autant de violence sur un projet lié à de la pop culture. Et que ce soit d'ailleurs des médias mainstream, des spécialistes, des blogueurs, le public, enfin vraiment, tout le monde le défonçait. Et avec le média que j'ai créé, Script, nous, on avait opté pour un parti pris de se dire, ok, on ne sait pas du tout ce que va donner le film, on peut aimer ou non le cinéma de Philippe Lachaud, mais on va défendre le projet. Parce que ce projet, s'il fonctionne, il va ouvrir tellement de portes pour le cinéma français qui sont des portes nécessaires. Et puis aussi, je vois mal un mangaka comme Tsukasa Ojo, qui est le créateur de Nicky Larson, je le vois mal valider un projet d'adaptation de son plus gros bébé avec un scénario inintéressant ou futile. Et de là, il y a quelque chose qui s'est créé parce que forcément sur Twitter, en fait, on devait franchement vraiment l'un des 3-4 médias à défendre Nicky Larson versus 1 milliard qu'il défonçait. Donc forcément, il y a un lien qui se crée et on s'est recroisé avec Philippe à l'époque de la promo de Nicky Larson. On s'était croisé au Comic-Con. On avait d'ailleurs fait un interview avec lui et Tsukasa Ojo, ce qui était ouf de se dire putain, waouh, je suis avec le papa Nicky Larson, je suis avec le réalisateur de la version live, donc c'était cool. On s'est recroisé, on avait organisé une grosse avant-première aussi à Nantes, on s'était vu au Rex, etc. Puis ensuite, il y a eu le confinement. On avait fait une interview en live sur Insta avec Philippe et son frère, Pierre Lachaud, qui est aussi scénariste des films de la bande. Et voilà, le lien a continué. Sur Super Héros Malgré Lui, on avait travaillé ensemble. On avait fait une grosse interview dans une boutique de comics à Nantes, qui était très, très cool. On avait animé, organisé plusieurs avant-premières. J'avais créé et réalisé un making-of de la tournée d'avant-première qui s'était fait en province, etc. C'est une longue histoire et en fait, c'est une histoire de confiance qui s'est créée au fur et à mesure des projets et qui n'était franchement à la base pas du tout prédestiné. C'est-à-dire que quand on a défendu Nicky Larson, jamais je m'étais dit ou promis ou imaginé que derrière, en fait, j'irais réaliser du contenu digital pour la bande ou un making-of. Franchement, c'était pas du tout un plan prédestiné ou quoi. Pour moi, à l'époque de Nicky Larson, c'était vraiment du bon sens de défendre un tel projet. Même chose d'ailleurs assez rigolote, c'est que lorsque le film se tournait, alors que beaucoup de gens en France crachaient sur l'idée du projet, les Japonais, les fans japonais, ils voyaient ça, ils disaient mais c'est trop drôle et tout. Et eux étaient dans une super good vibe en se disant ah, c'est trop cool, les Français ils sont en train d'adapter l'un de nos personnages qui est une figure importante de la pop culture japonaise et du manga. Ils sont en train d'adapter ce personnage et pour eux c'était plus un honneur, alors que nous en France on était en train de défoncer le projet. Donc c'est drôle, au final ça se termine bien, mais c'est triste quand même. Dans un sens, c'est quand même assez triste de se dire qu'il n'y a peut-être pas eu une énergie suffisamment positive au début. Peut-être que ça aurait permis d'autres choses, mais ça s'est bien terminé, donc c'est l'essentiel.
On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Mon film préféré? Mon film préféré, alors c'est très compliqué parce que ce genre d'interview, je suis nul. En fait, c'est trop compliqué pour moi comme question parce que je pourrais te dire comme ça, allez, Dark Knight, et puis demain, je vais être super good vibe, bonne énergie, j'ai envie de rigoler, je vais te sortir une grosse comédie style Le Dîner de con, ou bien je vais être en mode hyper dépressif et je vais te sortir un truc du style Bienvenue Mr. Chance. Donc c'est vraiment éclectique en fait, ça dépend vraiment du mood. Mais je reste toujours ouvert à l'idée que même si j'ai quelques films favoris, ce que je peux voir demain pourrait surpasser ce que j'ai vu hier. Toujours voilà, avoir une porte ouverte à tout ça. Ça c'est cool. Ton acteur préféré? Acteur préféré, ce que j'aime beaucoup, c'est les acteurs qui arrivent à passer de la comédie au drame très facilement et très intensément. Des gens comme Jim Carrey, Peter Sellers, ou en France un mec comme Jacques Villeray. Enfin voilà, il fait Le Dîner de con, il est hilarant, mais il a eu dans sa filmographie des films plus dramatiques. Voilà, comme ça, je dirais ces trois acteurs vraiment au tac au tac. Ton réalisateur préféré? Les réalisateurs préférés, il y en a plein. Tim Burton, Terry Gilliam, Michel Gondry, Alain Cavalier, Hitchcock, Kubrick, Nolan. Il y en a tellement. En fait, moi, j'adore les réalisateurs qui ont des univers, pas forcément des univers graphiques très forts comme Burton, hein, mais qui ont vraiment une idée et qui s'emparent d'une histoire, de personnages et qui les amènent dans leur monde. Moi, c'est ça que j'aime dans les cinéastes. Ton dernier film vu au cinéma? Le dernier film que j'ai vu, c'est Une histoire d'amour, qui est un film qui sortira en avril, réalisé par Alexis Michalik, qui est un drame. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont exactement catalogué le film, mais pour moi c'est un véritable drame. J'ai pas arrêté de chialer durant le film. C'était horrible parce qu'en fait ça appuie sur toutes les cordes, les pires possibles. Cancer, mort, maladie, tout. Franchement, t'es dans une noyade constante. C'est un joli film, hein, mais faut pas y aller dépressif. Faut être vraiment avoir une bonne énergie parce que sinon tu te suicides à la fin de la projet. Du coup, j'allais te demander tes dernières larmes au cinéma, mais bon, à première vue, on les a. Ouais, mais c'est pas des larmes que j'aime en fait. C'est-à-dire que je trouve que parce que c'est très simple de faire pleurer quelqu'un au cinéma. Tu mets une séquence, un gamin qui a 8 ans, qui a un cancer, un masque, des tuyaux, une musique avec un violon, voilà. Si tu pleures pas, il y a un problème. Il y a un film moi, qui me fait souvent pleurer et que j'aime beaucoup, c'est Le Scaphandre et le Papillon de Schnabel avec Mathieu Amalric, qui est en plus un film tiré d'une histoire vraie et que ce soit cinématographiquement, d'un point de vue écriture, d'un point de vue jeu d'acteur, émotionnel, tout. Enfin, ce film, il est juste incroyable. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Le Scaphandre et le Papillon, c'est une véritable pépite. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Alors, il y a un film que j'ai jamais vu en salle, que j'aurais adoré découvrir à l'époque de sa sortie, d'autant plus. C'est Orange Mécanique. Orange Mécanique, c'est vraiment l'un de mes films favoris. C'est probablement le Kubrick qui en plus a le moins bien vieilli parce qu'il est très ancré dans une époque. Mais pour autant, en fait, son sujet de fond, l'ultra-violence, a jamais été aussi récurrent avec l'actualité. Et j'aurais vraiment aimé voir Orange Mécanique à l'époque. En fait, il y a plein de films qui ont marqué l'histoire que j'aurais aimé voir à la sortie pour, pas forcément voir le film en tant que tel, mais pour voir la réaction des gens. Orange Mécanique, c'est un film qui sort à une époque où les gens sont totalement révoltés de ce qu'ils voient à l'écran. C'est hyper violent, le film il est limite interdit aux moins de 18 ans dans certains pays. Et je pense que dans la salle, ça devait être shocking time pour tout le monde. Personne ne comprenait
qu'un gars viole une femme tout en chantant Singing in the Rain, tu vois. Mais à l'inverse, tu vois, des films comme Star Wars, j'aurais adoré voir le premier Star Wars au cinéma lorsqu'il est sorti. Parce que c'était inédit, c'était fou. Et je pense que les gens n'étaient pas du tout prêts à ça, quoi. Tout comme j'aurais aimé voir le Dîner de cons lorsqu'il est sorti au cinéma, parce que les gens, ça devait rire. Quand tu vas voir une comédie au cinéma, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les comédies au cinéma, ça sert à rien d'aller les voir. Mais en fait, aller dans une salle de cinéma, voir une comédie qui est hyper efficace et entendre toute une salle complète rire, waouh, c'est le meilleur médicament qui puisse exister, quoi. Et un film comme Le Dîner de cons, qui pour moi est vraiment l'une des meilleures comédies, franchement, ça aurait été hilarant. Ouais. Ton plat préféré? Plat préféré, coquillettes, donc des pâtes, fromage, crème avec de la dinde. Très simple. Ouais, c'est souvent le plus efficace, y a rien à dire. Après, je suis pas contre un bon tagine, on va pas se mentir, mais... Ouais. On va enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Le making of d'Alibi.com 2 est toujours en cours? Non, il est quasiment fini d'être monté à 98%. Je pense que le jour où cette interview sera diffusée, il sera totalement terminé. En fait, il y a quelques bricoles, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de corrections à faire en fait sur après la V1. Lorsque je l'ai renvoyé, il y avait quelques notes, mais qui sont plutôt des histoires de dynamique. Mais du reste, non, les trois quarts du making-of, en tout cas du module officiel making-of qui est destiné au DVD Blu-ray, il est quasiment... Enfin, là, c'est vraiment des petites finitions juste à valider. Ok, donc j'imagine après t'enchaînes directement avec celui de 3 jours max? Directement, je suis pas sûr parce que je suis quelqu'un qui aime prendre beaucoup de distance avec les images que je filme. Parce que sinon, je suis trop dans l'émotion du moment où j'ai tourné les choses. Et en fait, j'arrive pas à prendre suffisamment de décalage, de distance avec ce que j'ai filmé. Donc, cette interview, on l'a fait là le 16 mars. Je pense que le making-of il sera définitivement validé en début de semaine prochaine. Il y aura encore quelques capsules, réseaux sociaux qu'on va monter, puisque ça fait aussi partie de mon boulot. Il y a beaucoup de contenu digital que je produis pour la bande. Il y a encore des choses là qu'on va diffuser pendant une dizaine de jours. Après, je pense que je prends une toute petite pause et par la suite, j'attaquerai 3 jours max. Mais ça va être surtout dérusher, revoir toutes les images. Là, ça va être long. C'est la partie la plus longue du truc, quoi. Pas trop dur de choisir quoi montrer dans les making-of? Si, parce que en fait, forcément, encore une fois, c'est là où il est important de prendre de la distance avec ce qu'on filme, parce que il y a des choses que j'ai aimé filmer, des moments, des presque même parfois des plans esthétiques. Il y a des choses que j'ai aimé produire sur le tournage qui n'ont pas forcément lieu d'exister dans le montage final du making-of. Soit parce que c'est pas forcément intéressant, soit parce que ça rentre pas dans l'histoire qu'on souhaite raconter, soit parce que le making-of en tant que tel est déjà trop long, donc à un moment donné, c'est comme un film en fait. Il y a un moment donné, enfin un film de fiction, il y a un moment donné, il y a des coupes. Ça fait partie du jeu. Typiquement, Alibi, je dois avoir 30 heures de rush et le making-of, il va faire 25 minutes. Bah forcément, il y a des déchets, des choses qui servent à rien, mais j'aurais pu faire un making-of de 1 heure, enfin sans problème. Mais il y a un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas mettre. Et c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça fonctionne pas avec le reste. Et ça fonctionne pas avec ce que doit être un making-of d'une comédie, typiquement pour tel ou tel film. Voilà, ça fait partie du... Il y a plein d'interviews que j'ai fait sur Alibi.com 2, et finalement, dans le making-of, il y en aura très peu, en fait, parce que ça marche pas avec la mécanique qu'on a mis en place.
Ok, t'as une vision déjà au-delà de 3 jours max d'autres projets de prévus ou pas du tout? Normalement, je suis censé travailler sur un autre projet demain. Je crois que je peux pas vraiment en parler ou quoi. Mais c'est vraiment, c'est pas un coup de main, mais c'est pas un projet que j'ai initié de ma propre personne. Après là, j'ai eu quelques propositions, mais en fait en termes d'agenda, c'est très compliqué parce que tu vois, Alibi.com, on a commencé à tourner le tournage d'Alibi en mai 2022 jusqu'à juillet 2022. Donc on a tourné 3 mois. Après, il y avait 3 jours max qu'on a commencé à tourner en septembre. Après, il y a eu la tournée promo d'Alibi.com 2 où j'ai dû commencer à monter beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux. Tu vois, je pense qu'au final, on va diffuser pas loin de 70 à 80 capsules sur le digital, ce qui est gigantesque. Et ensuite, il y a le DVD qui sort, donc le making-of, il doit être terminé. Donc finalement, sur Alibi, en fait, j'aurais quasiment travaillé sur un espace-temps de quasiment 1 an. Entre le tournage avril-mai 2022 et la sortie du DVD Blu-ray en mai 2023. Donc là, 3 jours max. Comme je te l'ai dit, 3 jours max, j'ai commencé le tournage en septembre 2022. On vient de le terminer là, mais parce que voilà, le film s'est tourné aussi un peu à l'étranger. Le film sort le 25 octobre. On va sûrement commencer une tournée en province d'avant-première en septembre. Mais le DVD Blu-ray ne sortira qu'en février 2024. Donc ça veut dire que jusqu'en février 2024, je serai en fait forcément lié au film d'une manière ou d'une autre. Donc en termes d'agenda, c'est pas simple de réimpliquer ou de réinjecter un film en plus, parce qu'en fait tu peux être vite débordé. Et forcément, vu que, comme je le disais en préambule, j'ai d'autres activités, il y a les événements, les trucs, etc. À un moment donné, en fait, il y a des choix à faire. Donc c'est pas simple. Tu en as parlé un petit peu, que tu avais lancé le média Script. C'est quoi Script ? Script, c'est un média digital qui existe essentiellement sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. TikTok, ça a été vraiment notre fer de lance là, ces 2 dernières années. On y a injecté beaucoup d'énergie. Et puis Script, c'est un média qui parle de pop culture, qui a cette spécificité de créer aussi des événements. C'est-à-dire qu'on organise beaucoup d'avant-premières, beaucoup de séances spéciales, on participe à beaucoup de conventions, et ce qui peut exister en termes de lien avec la communauté sur le digital via les commentaires, les chats, etc., on essaye aussi de pouvoir le retranscrire via des événements durant lesquels on peut rencontrer vraiment les gens en fait. C'est ça qui est cool. Moi, typiquement, je trouve ça toujours sympa de répondre aux commentaires. Tu vois, sur TikTok, on a vraiment cette politique de lire absolument tous les commentaires, pas forcément de répondre à tous les messages, parce que d'abord, TikTok ne le permet pas techniquement. Mais rencontrer les gens en vrai, débattre avec eux, c'est quelque chose, moi, qui vraiment me tient à cœur. C'est important de garder un lien humain en fait dans tout ça, parce que finalement le cinéma, les comics, etc., la pop culture, c'est une passion qu'on partage en commun. Donc rien de mieux que d'en discuter en face à face. Ok, t'as des événements déjà de prévus avec Script ou pas du tout ? On va organiser un gros événement pour la sortie du film Super Mario à Nantes, au cinéma Pathé Atlantis. On va organiser toute une journée en fait Super Mario, toute une journée jeux vidéo avec un énorme espace cocktail avec une quinzaine de consoles, toutes générations confondues, donc vraiment de la Nintendo première génération jusqu'à la dernière génération avec Wii, etc. Donc un grand espace cocktail dédié à l'univers Nintendo avec des consoles, il y aura des boutiques, il y aura un espace photo, il y aura un cocktail, ambiance musicale, etc. Et dans cet espace cocktail, il y aura aussi une partie tournoi avec des premières manches où on va sélectionner certains joueurs qui ensuite concourront pour gagner le grand prix
durant une bataille, bien sûr sur console, mais cette fois-ci en salle. C'est-à-dire que la grande finale jeu vidéo qu'on va produire, elle ne se déroulera plus face à une télé dans cet espace cocktail, elle se déroulera dans une grande salle de cinéma, avec en plus un quiz, un challenge, concours de cosplay et bien sûr la diffusion du film Super Mario qui, je crois, est vraiment très très bien. De ce que j'en entends, ça semble parti pour être une belle surprise. Ok, t'as une date déjà pour l'événement Super Mario? Et voilà, c'est l'événement Super Mario qu'on organisera. Il se déroulera le week-end du 8 et 9 avril. Voilà, au Pâté Atlantis à Nantes. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu. Je n'ai absolument aucun mérite, d'accord, puisque j'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu de cartes, d'accord. Ça s'appelle Focult. Le jeu est super simple. Enfin, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent un film, d'accord. Okay. Ils défoncent le film, clairement. Et le but, c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok, bon, ça va pas être simple, mais on va essayer. L'histoire est banale et les dialogues sont vulgaires. Bref, une perte de temps à moins d'aimer les Marvel façon American Pie. Deadpool. Ouais, bien joué. Film de 2016, réalisé par Tim Miller avec Ryan Reynolds. Ouais, c'est salé parce que franchement, alors je suis moins fan du Deadpool 2, mais je trouve que le premier a vraiment le mérite d'exister. Ouais, c'est compliqué vraiment de tirer sur le film, c'est un peu abusé quoi. Tiens, et si on réunissait les plus grands tocards de l'histoire du Cinoche à Merloc, on mettait plein d'actions, plein de paires de nichons et des répliques bien trouvées comme « Qui t'envoie ? Ton coiffeur ». Est-ce que c'est Expendables ? Ouais, Expendables, unité spéciale de 2010. Bah en fait, dès le début, franchement, je crois que dès les premiers mots, je me suis dit, je suis sûr que c'est ça, c'est Expendables. Et là encore, franchement, c'est bâtard parce que... alors, je trouve que la franchise, elle est partie carrément dans le mur. Mais le premier Expendables, franchement, il est vraiment bien. Et j'ai eu la chance de voir plusieurs minutes du 4 qui va sortir là d'ici quelques mois. Et ça a vraiment l'air d'être pas bon du tout. Franchement, ça a l'air d'être une catastrophe. Mais bon, on verra. Encore une fois, tu vois, je n'ai vu qu'une partie. C'est très, très centré sur Jason Statham. Mais le premier Expendable, putain, moi je me rappelle, j'avais vu au ciné, je fais waouh. Je fais c'est cool quand même, c'est cool. Quoi. On y va avec la dernière. Ces trois mioches jouent affreusement mal et rendent franchement cucu l'univers développé dans les bouquins. Harry Potter ? Ouais, Harry Potter. Ça, c'était par rapport au premier ? Ouais, à l'école des sorciers. Ouais. Il s'est un peu gouré parce que, putain, franchement, Harry Potter, c'est vraiment la franchise par excellence d'adaptation. Je veux dire, elle est pas parfaite, hein, je veux dire. Bien sûr que tu auras des néophytes, des romans qui diront ouais, mais non. Mais en fait, ils ont réussi à prendre l'essence des bouquins. Ouais. Et à les adapter au code du cinéma de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Harry Potter serait adapté radicalement différemment. D'ailleurs, ça se trouve, ça serait une série et même pas des films. Mais en vrai, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de bien. Et le premier, je crois que c'était Chris Columbus qui avait réalisé le premier. Et il a un peu vieilli, hein, le film, hein, surtout comparé au dernier. Mais en vrai, moi, je le regarde 1000 fois avec plaisir, quoi. Eh ben parfait. Il est déjà l'heure de se quitter, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Je souhaitais vraiment te remercier infiniment pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton travail sur le réseau ? Écoutez les amis, vous pouvez d'abord retrouver le média Script sur les réseaux. Alors Script c'est S-K-R-I-P-T, pas comme un script de cinéma, hein. Il y a un K au lieu du C. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Insta, sur Twitter pour suivre l'actualité cinéma, pop culture, séries, comics. Et puis vous pouvez aussi suivre mon actu plus personnelle. Qui est beaucoup moins excitante que celle d'Hollywood, mais bon,
ça peut être toujours cool ou quoi. Et là, vous pouvez me suivre sur Insta. Donc, vous tapez Enlil, E-N-L-I-L, et je pense que vous me retrouvez à peu près en 5 secondes parce que je dois être le seul en France à m'appeler comme ça. Dans tous les cas, si vous voulez suivre notre invité, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Encore une fois, un immense merci pour ta confiance. On te souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci parce que c'était très très cool comme échange.